Bonsoir, notre nouveau meeting philosophique se déroule ce soir, gare de l'Est, et c'est autour de la question de l'immigration que vont se confronter et même s'affronter des philosophes et des experts. Le temps de finir d'installer le décor, et on se retrouve tout de suite après le générique. Bienvenue, merci d'être au rendez-vous de ce deuxième numéro de 2012, Les Grandes Questions. Je veux d'abord remercier tous ceux très nombreux qui ont regardé le premier numéro de 2012, Les Grandes Questions consacrées à l'argent. Cette fois-ci, nous allons parler de l'immigration avec des philosophes qui seront confrontés à des experts. On va parler dans un lieu de vie, puisque comme vous l'avez remarqué, nous sommes dans une gare, la gare de l'Est à Paris, au milieu des bruits de la ville. C'est pour ça que nous avons ces micros bizarres. Alors pour parler de l'immigration, qui sera une des grandes questions de cette campagne présidentielle de 2012, nous avons invité Luc Ferry, ancien ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, philosophe, grand philosophe, spécialiste de Kant, Malek Chebel qui est anthropologue, entre autres psychanalyste, et puis surtout philosophe, grand spécialiste de l'islam. Blandine Barré-Kriégel, alors vous êtes une grande spécialiste de l'intégration, vous avez longtemps présidé le Haut Comité à l'intégration, vous êtes philosophe, professeur des universités. Et puis enfin, Abdenour Bidar, philosophe normalien. Ensuite, quand ils auront débattu, ils seront confrontés aux experts qui attendent. D'abord, le démographe, prophète assez génial d'ailleurs, Emmanuel Todd. Il y aura aussi Jean Sévilla, l'historien qui est historiquement incorrect, hein, c'est comme ça qu'on peut dire. Et puis enfin, une essayiste radicale, Christine Tazin. Mais pour commencer, on va donner la parole à notre vidéo-philosophe Alexandre Gamelin, qui est allé dans les dictionnaires de philosophie chercher une bonne définition du mot immigration. On regarde. Immigration, du latin migrare, se déplacer, aller ailleurs, et du préfixe in, dans. L'immigration, c'est le mouvement qui consiste à entrer dans un territoire pour s'y installer, l'idée d'installation distinguant l'immigré du touriste qui, lui, vient dépenser son argent dans un pays avant de rentrer chez lui. Pour être un immigré, il faut avoir émigré, du latin ex, dehors, c'est-à-dire avoir quitté son pays d'origine pour immigrer. On émigre, et puis, d'un coup, on traverse la frontière du pays visé, et hop, on est un immigré. C'est aussi simple que ça? Pas tout à fait. Car dans l'usage, certains migrants sont plus immigrés que les autres. Par exemple, un banquier américain muté à Paris est rarement qualifié de travailleur immigré. On parlera plutôt d'un expatrié. Un Parisien s'installant en Algérie au 19e siècle n'est pas un immigré, c'est l'esprit des Lumières à travers le monde. La présence de plusieurs ministres de l'Intérieur venus remettre leurs écharpes aux nouveaux maires confère jusque dans les communes les plus reculées un éclat et un retentissement particuliers. A l'inverse, un jeune Français né en France de parents marocains immigrés est souvent désigné comme immigré de la deuxième génération. Comment expliquer ce curieux phénomène? Un Anglais serait moins immigré qu'un Portugais, qui serait moins immigré qu'un Sénégalais? Est-ce une question de couleur de peau, voire de religion? Non, ce serait trop simple, puisqu'un diplomate sénégalais, dont les enfants étudient à Sciences Po, est moins immigré qu'un plombier polonais, et là, on est un peu perdu. Plus on occupe une position sociale favorable, et moins on est perçu comme immigré. Immigré est donc moins la description d'une migration passée que celle d'une marginalité présente. Bref, plus vite on décolle l'étiquette immigré et mieux on se porte, mais comment décoller cette étiquette? Eh bien, c'est tout simple, il faut s'intégrer. Intégrer, faire entrer dans un ensemble plus vaste, incorporer, inclure. On intègre la farine dans la pâte du gâteau, on intègre l'ENA pour rentrer dans le moule de l'élite, et on intègre les immigrés pour en faire de bons Français. Le processus permettant d'intégrer est appelé l'intégration. Intégration, substantif du verbe intégrer. Petit 1, action d'intégrer quelqu'un ou quelque chose. Petit 2, fait de s'intégrer. Et mine de rien, entre petit 1 et petit 2, il y a sujet à polémique. Est-ce la nation qui doit intégrer l'immigré ou l'immigré qui doit s'intégrer à la nation?
Et en cas de difficulté d'intégration, qui est responsable? La société qui exclut l'immigré ou l'immigré qui n'a pas fait les efforts pour s'intégrer? Intégrer ou s'intégrer, telle est la question. En même temps, en pâtisserie comme en politique, me direz-vous, il faut être pragmatique. Peu importe que ce soit la faute de la farine, de l'œuf, du sucre ou du fouet, si la pâte fait des grumeaux, elle est bonne à jeter. D'où la question, y a-t-il des immigrés plus ou moins intégrables à la pâte nationale que les autres? Par exemple, au début du XXe siècle, les Polonais qui immigraient en masse dans le nord de la France posaient un vrai problème d'intégration. Sur les routes, c'était un enchevêtrement indescriptible de femmes, d'enfants, de vieillards, de bébés, de chiens et de carrioles. Le long ruban se déroulait sur toute l'étendue du paysage et pénétrait en France. Certains expliquaient que leur ferveur catholique était incompatible avec le modèle républicain français et laïque. Depuis, les Polonais de l'époque ont engendré des bons petits Français de s'en mêler et désormais, ce n'est plus être catholique, mais musulman qui semble poser problème à notre modèle d'intégration. Mais on touche peut-être là à une des vraies fonctions de l'immigration. L'immigré, parce qu'il est étranger à la nation, nous aide à définir notre identité nationale. Être français, c'est bien gentil, mais ça veut dire quoi ? Quel est le point commun entre un ch'ti et un Marseillais, entre un urbain et un rural, entre cette vieille dame riche et une jeune femme pauvre? Eh bien justement, leur point commun, c'est d'avoir le droit de vote. D'être libres et égaux, en droit au moins. C'est de faire partie du peuple français dont ne fait pas partie l'immigré. Reste alors une question. Pourquoi le modèle d'intégration à la française est en panne? Pourquoi n'arrive-t-on plus à intégrer nos immigrés? Parce que même si les deux mots ont la même racine, l'intégration est l'ennemi absolu de l'intégrisme. Intégrisme, refus de toute évolution au nom de la tradition. Se dit de ceux qui refusent de se plier aux lois d'un pays au nom d'une tradition religieuse. Se dit également de ceux qui refusent d'intégrer les pratiquants d'une religion au nom d'une tradition nationale. Alors merci Alexandre pour toutes ces définitions qui nous ont permis de bien cadrer le débat. On va commencer tout de suite par cette question. D'abord, qu'est-ce que l'autre? L'autre, c'est comme ça qu'on dit immigré en termes philosophiques. Et pourquoi est-ce qu'il fait peur? Pourquoi l'autre fait-il peur? C'est le voisin du voisin fait peur? Moi, j'ai jamais pensé que l'autre faisait peur, donc j'ai beaucoup de mal à répondre à la question. Si vous placez les questions d'immigration sous cette problématique de la peur de l'autre, je pense que vous faites déjà un choix qui n'est pas le bon. D'abord parce que l'autre en question, c'est pas un autre, c'est un alter ego, c'est un être humain comme vous et moi. Donc si jamais il y avait peur de quelque chose, ce serait la peur du même, pas la peur de l'autre. Et c'est beaucoup plus profond comme problématique, mais peut-être qu'on a peur du même. Ça remonte très loin, Luc Ferry, ça remonte aux barbares déjà. Par ailleurs, les barbares faisaient peur. Par ailleurs, bon, là il y avait peut-être des bons motifs aussi. C'est vrai que quand ils arrivaient dans un village, apparemment ça se passait mal. Mais c'est pas le cas des questions d'immigration aujourd'hui. On peut très bien aborder les questions d'immigration tout à fait indépendamment de cette problématique de la peur de l'autre. Je crois que c'est pas le bon biais et j'en parlerai peut-être tout à l'heure si vous le souhaitez. Simplement, si on parle de peur, c'est évidemment à cause de ces mouvements populistes un peu partout en Europe qui font des voix sur la xénophobie. C'est vrai en Italie, c'est vrai dans les pays du Nord, c'est vrai bien sûr en France. Blandine. Oui, c'est incontestable, n'est-ce pas? Mais en même temps, ce qu'il faut reconnaître, je crois, sur cette question de l'immigration, c'est que la société française, nous sommes dans la gare de l'Est, a énormément changé. Si on se retourne il y a 10 ans, nous avions fait au Conseil d'intégration un colloque Les écrans pâles, parce que les écrans ne ressemblaient pas du tout à la rue ou à la gare telle qu'elle est aujourd'hui. Or, aujourd'hui, il y a eu, si vous voulez, une très grande prise de conscience. Regardez non seulement le journal télévisé, mais les émissions de télévision. Et en vérité, nous sommes, si vous voulez, là, nous sommes mélangés, divers. Et ça, je crois que c'est la société française. Donc il ne faut pas, me semble-t-il, entrer dans l'avenir, comme on le fait toujours, à reculons. C'est-à-dire qu'en fait, on a une image passée de notre rapport à l'immigration, mais il a changé. Abdelou ? Alors, pour vous répondre sur la question de l'autre, je passerai moi d'abord par la notion d'immigré. Je crois qu'il y a beaucoup d'immigrés qui ne sont pas des immigrés, qui ne sont plus des immigrés. C'est-à-dire un certain nombre d'immigrés qui, d'abord, eux-mêmes n'ont pas fait le geste de l'immigration, puisque ce geste ou ce mouvement de l'immigration, c'était leurs parents ou leurs grands-parents. d'un pays dans un autre, c'est le parent ou le grand-parent qui l'a effectué. Donc on a affaire à des gens qui sont en réalité totalement autochtones, qui font partie de ce mélange dont vous parliez. Se sentent français. Qui font partie de l'identité française, à condition que celle-ci, là encore, une petite précision conceptuelle, l'identité, c'est pas forcément l'identique.
hein. On a une identité française aujourd'hui qui est diverse, à l'intérieur de laquelle il y a justement ces autochtones qui viennent de l'immigration, qui ne sont plus eux-mêmes des immigrés. Et à partir de là, il me semble que par rapport au concept d'autre que vous mobilisiez, le risque c'est de regarder l'autre en créant de l'altérité, c'est-à-dire en partant du principe que l'autre est un autre. On regarde encore aujourd'hui, trop dans notre société, me semble-t-il, l'arabe, le noir, comme s'il était un autre. Alors qu'en réalité, c'est un préjugé d'altérité. Moi, je travaille sur la question de l'islam. C'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible sur cette question. C'est-à-dire qu'on continue de faire comme si l'islam était une religion radicalement autre, radicalement étrangère. Et pour certains, effectivement, pour certains, inassimilable comme tel. Donc je crois que ce concept d'autre et le regard qui postule, c'est-à-dire qui préjuge que l'autre est différent et qu'il est dans une altérité, c'est déjà quelque chose qui pose problème. Malek Chabel. Alors, précisément, il faut que nous sachions de quel étranger nous parlons, de quel immigré nous parlons. Parce que la plupart des gens dont on parle ici et qu'on appelle immigrés, pour la plupart, ce sont des enfants de la deuxième et même parfois de la troisième génération. Ils ont eu le malheur juste d'avoir été appelés Mohamed ou Massoud ou Mabrouk ou je ne sais pas quoi au départ, pour rester étrangers toute leur vie dans le pays où ils sont nés. Blandine Kriégel. C'est là qu'on voit que la question de l'immigration n'est pas du tout séparée de celle de l'intégration. Alors dans la présentation très remarquable qui nous a été faite, j'ai senti une petite pointe contre l'intégration, mais on ne doit pas oublier que l'idée d'intégration, c'est une idée qui s'est opposée à une autre, celle d'assimilation, comme on assimile un aliment, c'est-à-dire faire de celui qu'on accueille quelqu'un d'absolument semblable à ceux qui étaient présents avant. Pendant qu'Emmanuel Todd, notre grand démographe national, le prophète qui ne se trompe jamais, nous rejoint, Alexandre Gamelin va nous expliquer pourquoi le débat sur l'immigration se déroule toujours en terrain miné. On regarde. Quand on parle de l'immigration, on est souvent sommé de choisir son camp. À ma gauche, les bisounours. À ma droite, les fachos. Vous pensez que l'immigration est une chance pour notre pays? Vous êtes un bisounours. Que l'immigration est un problème pour notre pays? Bas les masques, vous êtes un facho. Qu'un immigré africain ne pose pas plus de problèmes d'intégration qu'un Européen? Bisounours. Que l'islam n'est pas soluble dans l'identité nationale? Facho. Évidemment, devant la glace, personne ne se voit ni en bisounours ni en facho, mais plutôt en Jean Moulin. Ne riez pas, ce sont tous des résistants. Le bisounours résiste à la lepénisation des esprits, compare les arrestations d'immigrés à des rafles et les centres de rétention à des camps de concentration. De son côté, le facho résiste à la dictature de la pensée unique politico-médiatique qui ne veut pas appeler un chat, surtout s'il est noir. Bref, on s'insulte, on condamne et on se donne le beau rôle. Mais qu'en est-il de la réalité, procès en bisounourserie ou en fascisme mis à part? Eh bien justement, c'est là qu'est le problème. Prenons un seul exemple. Combien y a-t-il d'immigrés en France? Il serait 6,7 millions selon la définition internationale, mais seulement 5 millions si on prend en compte la définition de l'INSEE. Mais c'est sans compter sur les immigrés clandestins. 200 000 en 2004 selon la Direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi clandestin, le double selon le Bureau international du travail. Mais tout de même, préciseront d'autres, parmi les 5 millions d'immigrés, il faut distinguer les 2 millions qui ont été naturalisés et qui sont donc français. Certes, mais d'autres considéreront que pour comprendre l'importance de l'immigration en France, il faut aussi prendre en compte le nombre de descendants directs d'immigrés, soit 6,5 millions de personnes, ce qui additionné aux 5 millions d'immigrés aboutit à un total de près de 12 millions de personnes, soit 19% de la population. Bref, combien y a-t-il d'immigrés? Ça dépend des chiffres que l'on veut voir et peut-être aussi des positions que l'on souhaite défendre. Décidément, comme disait Audiard, que le langage des chiffres a ceci de commun avec le langage des fleurs. On lui fait dire ce que l'on veut. Merci Alexandre. Alors, l'immigré peut-il sauver l'économie française? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Emmanuel Todd, donc grand démographe, qui a fait beaucoup de prévisions qui sont réalisées d'ailleurs sur la chute du communisme, le déclin de l'Amérique, et puis récemment encore les révolutions arabes. Alors, attention, et maintenant l'échec de l'euro. Voilà. Et qui publie ce livre-là, dont il a réussi à faire un best-seller, un livre extrêmement sérieux, scientifique, l'origine des systèmes familiaux chez Gallimard. Alors, est-ce que vous pensez que l'immigration peut sauver économiquement, démographiquement la France? Alors, pour la France, je crois qu'on est à côté du problème. Pour l'Europe, il est clair que toutes sortes de pays européens
auraient déjà, non pas disparu, mais se seraient effondrés sans immigration. C'est les pays à basse fécondité. Un pays comme l'Allemagne aurait été rayé de la carte économique sans Donc immigration. vous dire, elle a besoin des Turcs. Je veux dire, des Turcs, l'Allemagne a surtout pris, vous voyez, vous fixez sur les Turcs pour l'Allemagne, mais le gros de l'immigration en Allemagne, c'est une immigration européenne en provenance des pays qu'on pourrait qualifier de slaves, ex-Yougoslavie, puis Russie, etc. Un pays comme l'Italie, je veux dire, où la fécondité a été très basse très longtemps, ce serait effondré aussi sans immigration massive. L'Espagne aurait implosé. Nous on n'a pas ce problème, hein, parce que de toute façon, on a une bonne fécondité, les Français. Non, une fécondité acceptable. L'immigration a été importante, mais mesurée en France. Et dans le cas de la France, je crois qu'on ne peut plus vraiment poser les questions comme ça. Je veux dire, il y a une crise économique qui n'a rien à voir avec l'immigration, qui est associée à la globalisation des forces économiques, au libre-échange, maintenant, ainsi qu'il apparaît, à l'euro, avec les crises des dettes publiques, et les immigrés qui sont en France, et leurs enfants, je veux dire, ces Français d'origine immigrée, moi je ne dis pas des immigrés de deuxième ou troisième génération, bon, il est clair que les enfants d'immigrés sont plus touchés par la crise économique, je dirais, que les autres. Mais là, on a atteint un stade vraiment où, bon, c'est sympa de parler de l'immigration, enfin c'est sérieux, c'est important, mais on a un peu, sans mauvais jeu de mots, un train de retard dans notre gare de l'Est. Parce que maintenant, il n'y a pas que les enfants d'immigrés qui ont des problèmes. Les enfants des classes moyennes sont envoyés dans le trou de la crise économique. Alors, ce qui est frappant quand on regarde... Alors donc, ce qu'on a, c'est on voit des gosses d'origine étrangère diverses dont les taux de chômage sont nettement supérieurs à la moyenne nationale. On voit ce qu'on appelle un peu facilement, je ne sais pas, des quartiers, des zones de relégation, etc., où effectivement, localement, on a des impressions d'enfermement de populations d'origine immigrée sur elles-mêmes. Puis il y a des gens qui parlent de communautarisme. Mais quand on regarde les indicateurs fondamentaux, c'est-à-dire les indicateurs fondamentaux de... Moi, je dis assimilation culturelle quand même. J'aime bien le mot assimilation. Sans excès, mais j'aime bien le mot assimilation. On se rend compte que l'apprentissage de la langue française se fait tout à fait normalement, que quand même, une très large majorité de ces enfants d'immigrés trouvent du travail, que les classes moyennes, en partant par le bas, commencent d'être pénétrées par, je dirais, par ces enfants d'une immigration lointaine d'origine musulmane ou non. Et puis quand on arrive, je veux dire, à cet indicateur, je dirais, final d'assimilation qu'est dans les générations 2 et autres, le taux de mariage mixte. Pendant longtemps, on m'a dit « Ah, mais vous citez toujours des taux de mariage mixte qui datent de 1992. » 27%. Comment ? 27%. Non, mais on ne peut pas donner un chiffre, il y a tous les groupes. On ne va pas rentrer dans des batailles de chiffres. Je les ai relus avant de venir, mais ça me paraît un peu... Mais je suis dans un bouquin qui s'appelait « Le destin des immigrés », que j'avais publié en 1994, je notais que ce qui distinguait la France des pays de l'Europe du Nord, c'était ces taux de mariage mixte très élevés. Et donc, dans les dernières années, j'étais confronté à des gens qui me disaient « Ah, mais tes données deviennent vieilles, périmées. » On sent très bien, en voyant que ces quartiers, que ça s'est aggravé. Mais c'est pas vrai. On a une enquête qui a été faite en 2008-2009, c'est très important, par l'INED et l'INSEE conjointement, qui s'appelle l'enquête Trajectoires et Origines. Et les données ne sont pas au même format et complètement comparables, mais les taux, il me semble que les taux de mariage mixte ont encore augmenté. Alors, donc peut-être qu'on est en train de parler d'un problème qui n'existe pas. Mais le problème qu'il y a avec l'immigration, vous savez très bien, Alexandre Gamelin le disait bien, il y a beaucoup de postures là-dedans. Il y a les bisounours face aux fachos, avec une utilisation des chiffres absolument incroyable. Moi, je suis pas un bisounours. Non, je voudrais me défendre d'une accusation. Je ne suis pas accusé d'être bisounours. Je sentais venir une accusation de bisounoursisme. Je ne serais pas permis. Et je voudrais dire que je suis tout à fait... Là, c'était très intéressant, ce discours sur l'autre, qui n'est qu'un autre, qui n'est pas différent. Moi, je n'ai jamais été sur cette ligne-là. C'est-à-dire, quand j'ai analysé l'immigration et l'hostilité particulière suscitée en France par les populations d'origine maghrébine, je dis d'accord, je suis anthropologue, allons au fond des choses. Il y a une structure familiale arabe ou maghrébine différente, très centrée sur les hommes, avec des mariages entre cousins, et c'est ça qui a provoqué l'hostilité. Donc je ne suis pas un bisounours. Simplement, ce qu'on constate, je termine,
ensuite, quand j'aurai délivré mon message, je vous laisse la parole. Et c'est parce qu'on découvre au tribunal. ce qu'on découvre. Ensuite, j'ai fini. Bon, enfin, c'est absurde. J'ai des choses à dire. Non, ensuite, j'aurais délivré à peu près l'essence de mon message scientifique. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en deuxième génération, cette structure familiale originellement différente est capable de provoquer l'hostilité à imploser. C'est-à-dire les mariages endogames sont effondrés. La parole au philosophe maintenant et à Luc Ferry pour commencer parce que c'est le plus énervé visiblement. Non, pas du tout. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée que défend alors. Emmanuel Todd, à savoir qu'on a besoin de l'immigration économiquement. D'ailleurs, Je n'ai pas dit ça pour la France. Hein. non, mais pour l'Europe. Au niveau français, oui. ça n'a pas de sens particulier, mais au niveau européen, c'est une évidence. D'ailleurs, même pour la France, Jacques Attali, par exemple, dans son rapport sur la relance de la consommation au président de la République, défend aussi l'immigration. Des gens comme Éric Je ne sais pas si Attali est... non, mais c'est pour dire que même des gens aussi je en tiens pas à voir désaccord. Attali comme allié sur des questions sérieuses. Écoutez, on ne choisit pas non plus ses amis, mais objectif en l'occurrence, donc ne le rejetez pas. Mais c'était pour montrer que même des économistes ou des démographes aussi différents, ou des intellectuels, pour employer un mot générique aussi différent que vous et Attali, vous êtes d'accord là-dessus. Mais ça pose quand même un problème, et ça j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Quel est le problème? Alors je vais prononcer un gros mot, de l'immigration choisie. C'est quand on fait venir des médecins pakistanais du Pakistan, évidemment, ou quand on fait venir des profs de maths du Maroc, parce qu'on n'a pas de profs de maths suffisamment en France, on fait quelque chose qui est bien, parce qu'on fait venir des gens en sachant qu'on peut les accueillir, qu'on peut les loger, qu'ils vont être reçus dans des conditions qui sont convenables. En revanche, je n'ai jamais compris, mais c'est une vraie question, c'est pas par polémique que je dis ça, je n'ai jamais compris ce qu'il y avait de moral, de profondément moral. Moi, j'aime beaucoup le mot de Pascal, la vraie morale se moque de la morale. Je n'ai jamais compris ce qu'il y avait de vraiment moral à inviter massivement des gens à venir quand on a un chômage qui explose, notamment qui frappe la jeunesse, quand on n'a pas de logement, une crise du logement qui frappe la jeunesse de manière terrible aujourd'hui, à faire venir sur le territoire français des gens qu'on va très mal accueillir finalement. C'est quand même le fond du problème. Contestable. Un mot de Blandine Crégel sur l'immigration choisie, je l'ai vu tiquer là. Oui. Voilà. Oui, trois choses. Parce qu'on appauvrit quand même les pays. Parfaitement. Mais trois choses. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je tiens quand même à avoir une réaction immédiate. Je trouve l'attitude de Luc Ferry fondamentalement immorale. Parce que l'idée que la bonne façon de gérer l'immigration, c'est de faucher à des pays en développement leurs élites, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est fondamentalement immoral. Alors, non, mais vu de ce point de vue-là, mais c'est parce que patiemment. Monsieur, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler à mon tour. Tu ne vas pas me faire le coup du politique, c'est pas ça. Là-dessus, on est d'accord. Mais on est d'accord là-dessus. Je trouve ça absolument génial de voir me dire je vais vous faire le coup du politique. Je trouve ça totalement génial. Attends, tu nous parles comme en ce qui concerne un vieux ministre. En ce qui concerne le problème posé par la préférence pour l'immigration choisie est peut-être efficace économiquement et beaucoup pratiquée par les pays de l'Europe du Nord, mais elle est immorale. Alors, en ce qui concerne le reste de l'immigration, je crois qu'on ne peut pas faire comme si la France était un pays où il y avait actuellement énormément d'immigration. C'est pas vrai. Moi, je ne suis pas un immigrationniste fou. Je suis un immigrationniste modéré. La France n'a pas énormément besoin d'immigrés en ce moment. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il me semble que dans l'ensemble, les problèmes de la société française sont tellement plus vastes. On vit l'échec de l'euro et des conceptions dirigeantes d'économie. Blandine Crégel. Voilà. Sur ce point, je suis entièrement d'accord avec Emmanuel Todd. Il a raison, n'est-ce pas? La crise de l'euro, la crise que nous vivons, a en quelque sorte un peu périmé le caractère premier des questions d'immigration parce qu'elle porte sur tous les fragiles. Donc là, c'est tout à fait vrai. Deuxième remarque, là c'est plutôt une discussion. Je crois que si vous voulez analyser un échec, alors là je parle n'est-ce pas, de notre société tout entière vis-à-vis de l'accueil des immigrés, c'est en ce qui concerne la culture. Parce qu'il est vrai, là toutes les études statistiques en font foi, qu'il y a en France l'idée qu'il y a une culture, n'est-ce pas, auquel nous devons peu ou prou, une culture unique, nous assimiler. Et c'est sur ce point, à mon avis, qu'on doit faire des progrès. Mais alors, troisième, mais cela dit,
encore une fois, n'est-ce pas, je crois qu'il y a une grande... l'exemple que tu as donné, Emmanuel, sur les mariages, ce n'est pas un exemple d'assimilation, c'est un exemple de mixité, ce qui est tout à fait différent. Non, absolument pas, parce que ce qu'on constate, oui. c'est qu'en général, non, statistiquement... J'ai pas terminé. Troisième chose, je reviens sur la question plus fondamentale de l'immigration choisie. Parce qu'à mon avis, la discussion qui a lieu actuellement, elle n'a pas lieu sur le choix des populations qu'on fait venir, elle a lieu sur les politiques de régulation. Il y a d'un côté l'extrême droite, n'est-ce pas, qui en France demande des politiques de fermeture et d'exclusion, d'arrêt, n'est-ce pas, du libre-échange des populations, comme d'autres demandent l'arrêt du libre-échange des biens, mais là c'est l'arrêt du libre-échange des personnes, la fermeture sur des politiques nationales. Ça, c'est une voie évidemment qui implique des manières extrêmement coercitives parce qu'elle s'oppose à la réalité, c'est-à-dire la réalité économique, la réalité de développement des échanges, la réalité médiatique d'Internet et même la réalité juridique des accords internationaux que nous avons passés parce que nous sommes obligés, en vertu des traités que nous avons signés, non seulement d'accueillir un certain nombre de réfugiés politiques, mais aussi de permettre aux immigrés de mener des vies normales, une vie familiale normale. Et là, il y a un grand débat. Et à mon avis, effectivement, ce n'est pas un gros mot que de parler de régulation et de gestion de l'immigration. On doit le faire, mais on doit le faire par le consentement, par la négociation et par l'accord avec les pays, justement, d'émigration. Et c'est un grand débat. Réponse d'Emmanuel Todd et ensuite ce sera le tour de Malek Chebel. Sur la question des mariages mixtes, qui est très importante, un mariage mixte, presque universellement, ça se passe sur le base d'une acceptation des habitudes, des valeurs familiales et sociales de celui des conjoints qui appartient à la société d'accueil. En vérité, un mariage mixte, c'est l'assimilation, c'est la preuve de l'assimilation. C'est ce qu'on constate. Et d'ailleurs, le mariage mixte se passe en français. En général, le couple parle français. Et puis, dire qu'il y a des évolutions et dire, moi je suis un assimilationniste modéré. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une culture française qui se perpétue, il y a un style de rapport entre hommes et femmes qui se perpétue, il y a une culture nationale qui se perpétue. Et puis, les populations d'origine étrangère, en gros, s'assimilent, deviennent pareils, et puis amènent et nous permettent d'acquérir quelques trucs supplémentaires intéressants. Pas quelques trucs supplémentaires. Voilà, il faut jouer. Alors, en ce qui concerne la question de la liberté de circulation, moi, je ne serais pas du tout d'accord pour mettre sur le même plan, je dirais, la liberté de circulation du capital, la liberté de circulation des marchandises et la liberté de circulation des hommes. Donc, sans justifier, moi, je suis connu peut-être comme partisan du protectionnisme économique, mais j'ai une attitude, je dirais... Mais pourtant, certains utilisent exactement le même vocabulaire pour les biens et pour les hommes. C'est frappant. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que l'une des réalités de la situation économique de la France, c'est que c'est justement... la situation d'ouverture aux échanges marchandises et la liberté de circulation du capital, les délocalisations, qui implosent le marché du travail, qui compriment la demande et qui rendent l'intégration des immigrés et de leurs enfants plus difficile. Donc la réalité, vous voyez par exemple, l'une des choses que permettrait le protectionnisme économique, ça serait au contraire, parce que le protectionnisme c'est territorial, ça serait mieux européen, mais bon, ça peut aussi se concevoir dans certaines dimensions et pour certains produits sur un plan national. Donc comme c'est un effet territorial, le protectionnisme, ça crée une solidarité de fait entre tous les gens qui sont sur le territoire. C'est-à-dire qu'entre les gens d'origine française lointaine et les gens d'origine immigrée. Donc le protectionnisme serait de fait favorable aux gosses d'immigrés. Donc c'est pas la même chose. Alors il y a une question, moi j'aurais pu faire l'avocat du diable. J'ai un peu honte de poser cette question, mais je la pose quand même. Malek Chebel, donc grand intellectuel, qui est un combattant extrêmement courageux, d'un islam modéré, ça fait des années, avec une œuvre considérable, vous êtes un intellectuel reconnu. Est-ce que vous ne seriez pas plus utile en Algérie? Alors, je ne dis pas ça pour que vous alliez là-bas, parce qu'on a trop besoin de vous ici. Mais est-ce que vous y pensez? Là, on continue sur ce thème de l'immigration choisie, justement. Est-ce que des gens comme vous dites pas quand même de temps en temps, tiens, mais ce serait bien que je sois là-bas aussi pour me battre, défendre mes idées, écrire mes livres? Je vous réponds à la question. Si l'Algérie avait posé les conditions, si vous voulez, de retour des intellectuels dans le monde, pas seulement Malek Chebel, mais dans le monde, moi je reviendrai sûrement
d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que pour voir quelle pourrait être mon action là-bas. Mais ma modestie étant connue, j'espère être un minimum utile en France déjà. Et c'est précisément le citoyen que je suis défend l'idée que quand on fait un bon travail, on doit être utile à la communauté dans laquelle on vit. Et j'espère l'être un peu pour la France. Voilà. Ceci étant, ce n'est pas, c'est pas un problème qui touche pas. Je vous entends bien, Monsieur Todd, sur votre approche scientiste de l'immigration, et d'ailleurs à laquelle fait écho en quelque sorte la position de Blandine. Cependant, vous oubliez à mon avis quelque chose d'important, et vous allez tout de suite le comprendre. Je pense qu'on ne peut pas, on ne peut plus parler de l'immigration en termes de chiffres, en termes de statistiques, en termes de rentrée, de sortie, en termes de plans, en termes d'Europe, en termes de France uniquement. Je rajoute un élément essentiel qui, à mon avis, si on le loupe, on loupe tout le reste, c'est la dimension subjective, la dimension individuelle, la dimension de l'être, de l'immigré lui-même ou du citoyen lui-même. C'est-à-dire, précisément, je vous ai entendu parler de l'hostilité au lieu de dire de la peur que crée l'immigré ici en France, concernant notamment le nombre. Et j'entends Blandine vous dire, vous attraper en disant la culture c'est très important. Eh bien moi je vais vous poser les pieds dans le plat en vous disant, en effet, l'immigré peut-être est un fantasme, parce qu'à mon avis il n'y a plus de problème d'immigration en France, à mes yeux. Ou alors il est pratiquement réglé sur le gros œuvre. Et vous parlez d'immigration, vous faites des chiffres, certains font des rapports quotidiens quasiment sur le nombre d'immigrés en France. Moi, je trouve que le problème du fantasme que crée l'immigré est précisément le problème qui se pose, essentiellement. Et je ne vais pas utiliser le mot d'islamophobie, parce qu'on va me dire, oui, mais vous tirez la chose. Vous tirez, exactement. Alors, non, mais allez-y, avec moi, il n'y a pas de problème. Moi, je l'utilise. Hein. Très bien. Donc, moi, je pense qu'il y a, malgré tout, une islamophobie en l'absence précisément des immigrés. C'est tout le paradoxe de ce pays, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de problème d'immigration au sens objectif du terme, ni dans le volume, ni dans le flux, ni dans le chiffre. Tout le monde est, à mes yeux, assez intégré. Et on vous crée un problème qui s'appelle l'islamophobie en l'absence des gens sur lesquels c'était... Ça, c'est capital. Et à mon avis, la subjectivité. Au risque de vous décevoir, on peut tomber d'accord. Et vous voyez qu'il n'y a pas de... C'est pas... Je ne vous pousse pas dans le trou que vous avez fait. Merci. Non, merci. Je vous dis, j'essaie de vous attraper pour que vous n'allez pas tout seul. C'est très bien. Voilà. Donc c'est réussi. Il me semble quand même... Moi, je veux dire, c'est des questions sur lesquelles j'ai travaillé en fait pratiquement depuis l'émergence du Front National, c'est-à-dire vers le milieu des années 80 avec sa pleine force. Et ce qui est frappant, c'est la façon dont le débat sur l'immigration et sur l'islam s'est déplacé dans la société française. Au départ, c'était une anxiété des milieux populaires que les élites bisounoursistes refusaient de traiter. On disait, mais comment, il n'y a pas de problème, la France a toujours intégré, assimilé, etc. Et puis, c'était l'époque de Pasqua s'agitant, des thématiques, etc. Et là, et d'ailleurs, quand on faisait des sondages, l'inquiétude était dans les milieux populaires. Mais ce qu'on a vu dans les années récentes, c'est dans les sondages d'opinion, qui ne sont qu'une agrégation de subjectivité, si l'on peut dire. Oui. On a vu disparaître ou régresser l'inquiétude sur l'immigration et l'islam dans les milieux populaires. Et ce qu'on a vu dans cette phase, qui est la phase actuelle, on a vu émerger le thème de l'immigration et de l'islam dans les strates supérieures de la société française. Les strates dirigeantes de l'UMP, une bonne partie, je dirais, de la classe médiatique. Et je pense que ce qui est particulier dans la situation française actuelle, c'est qu'on a effectivement une tentative de création ou d'utilisation de l'islamophobie par des groupes dirigeants qui sont eux-mêmes en faillite économique. Ça va ou pas? Abdenour Bidar et puis ensuite Luc Ferry. Permanent qui se fait pour éviter de trancher. Et en ce qui concerne le terme islamophobie, dont sans doute qu'on va sans doute à droite essayer de nous vendre pendant la campagne électorale, ça fait partie. Il faut que les gens de gauche soient prêts à contrer des impulsions sur l'immigration et l'islamophobie venues de l'UMP, de Sarkozy et de la classe dirigeante. Moi, je ne dis pas tout ça bien, mais on est d'accord. Abdenour Bidar et puis ensuite Luc Ferry. Alors, dans la continuité de ce qui a été dit, je crains qu'un certain nombre de représentations aujourd'hui en France s'imposent. Il y en a une qui me semble particulièrement dangereuse. C'est une représentation, une image complètement fantasmatique, et l'image de l'invasion.
Hein. C'est quelque chose auquel on a été suggestionné, auquel on a eu droit, notamment au moment où il y a eu les premiers événements en Tunisie. On a vu ces bateaux qui arrivaient de Tunisie et à partir de là, hein, l'image subliminale, c'était qu'on avait affaire à une immigration massive sur un fond plus général de la France comme pays de véritable immigration. Comme l'a dit M. Todd, je crois qu'en réalité, les chiffres de l'immigration réelle sont des chiffres très modérés. Je suis allé me renseigner avant l'émission, même si donc, M. Chebel ne voulait pas de chiffres. Je pense que celui-ci est important. En 2010, le ministère qui s'appelait alors le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, a recensé simplement 120 000 titres de séjour accordés à des étrangers. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui représente simplement 0,3%, à peine 0,3%. Chiffre qui ne tient pas compte des sans-papiers. Hein. Voilà, 0,3%. Chiffre qui ne tient pas compte des bien sans-papiers, entendu. je répète. Simplement, là, on a une statistique officielle. Il y a aussi une immigration clandestine. Tout à fait, mais je pense qu'à ce rythme-là, la société française est tout à fait capable d'intégrer, grâce justement à la solidité, la vigueur de ce que M. Todd a appelé sa culture nationale. Donc en réalité, il me semble qu'aujourd'hui, le risque principal, c'est que la représentation se développe d'une France qui est développée, qui est divisée contre elle-même entre des gens qui seraient d'ici et des gens qui arriveraient d'ailleurs sur le mode de l'invasion. Ça, c'est complètement fantasmatique, on doit y faire extrêmement attention. On doit y résister parce qu'en réalité, comme l'a dit encore une fois M. Todd, nous sommes tous aujourd'hui ici en France, que nous soyons autochtones de longue date, autochtones de fraîche date ou immigrés récents, soumis à des difficultés qui sont des difficultés sociales et des difficultés économiques dont les immigrés ne doivent pas être désignés comme les boucs émissaires. Luc Ferry. Moi, alors, je suis en désaccord avec mon camarade Malek Chebel parce que je rejette tout à fait le mot d'islamophobie. Ce mot ne me convient pas parce que je pense qu'on a le droit de critiquer les religions. On a parfaitement le droit de critiquer les religions, toutes les idéologies, et que la critique des religions ne doit pas être confondue avec quelque forme de racisme que ce soit. Voilà, et j'ai le droit de détester la religion chrétienne, j'ai le droit de détester les religions en général, j'ai le droit de détester le marxisme ou le libéralisme ou n'importe quelle idéologie, et ça n'a rien à voir avec le racisme. Donc ne confondons pas islamophobie et racisme. La deuxième chose. Corriger ma position sur ce point-là. Mais je pense qu'on doit être d'accord. Juste un point, je suis d'accord. Oui. Mais je voudrais aller plus loin parce que je trouve qu'on est trop bisounours. Le déplacement, seulement, et à mon avis, Emmanuel Todd a compris, c'est qu'en permanence, on déplace le curseur. Oui, je ne dis pas que tu n'as pas le droit de détester l'islam autant que tu veux. Mais dans ce cas, il faut le dire comme ça. Alors, c'est ça. Alors, mais non, mais le problème, il y a un glissement. C'est exactement sur ce point que porte mon intervention. C'est qu'en permanence... Vous pouvez dire islamophobie de niveau 1, islamophobie de niveau 2, mais on vise les gens. Non, islamophobie, mais on vise les immigrés, on ne vise pas la religion. Mais tu sais que le concept d'islamophobie utilisé... Attends, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Luc Ferry pour une raison très simple. Chez nous, depuis Voltaire, n'est-ce pas, la critique de la religion, le blasphème n'est pas pénalisé. Alors, il est vrai... Attends, pourquoi vous me regardez, Blandine Kriegel? Laissez-moi finir. Oui, mais ne me regardez pas, regardez Abdelbir Bida, peut-être. Il y a un glissement, c'est certain, il y a un glissement entre, si vous voulez, la critique de l'islam, qui est parfaitement valide, et la mise en cause des hommes et des femmes musulmanes. Ce glissement existe chez certains, et il est absolument plus que critiquable, il doit être combattu. Mais cela dit, on est d'accord. Oui, mais aussi, il faut laisser un espace de discussion. Critique, d'ailleurs, pour les religions, la meilleure façon de faire, c'est de balayer devant sa porte, c'est-à-dire de critiquer sa propre religion. Oui. Voilà. Ça, c'est une politesse absolument indispensable. Mais je veux revenir sur autre chose. Blandine, juste là-dessus, si vous permettez, juste pour toi. Tu passes ta vie, moi j'ai lu tous tes livres, tu passes ta vie à défendre un islam des Lumières que tu opposes toi-même à un islamisme fondamentaliste radical. Bon, alors maintenant, sortons de la bisounours-itude, si je peux continuer à faire des néologismes dans le sillage d'Emmanuel. Et là où je voulais en venir, c'est que moi je pense que Malek est beaucoup plus utile chez nous qu'en Algérie, parce que c'est précisément chez nous. De toute façon, ces livres peuvent être lus en Algérie, donc c'est pas... Il est partout. Je veux dire, on a besoin que des intellectuels musulmans défendent l'islam des Lumières et fassent comprendre que cet islam peut exister. Non, on va continuer évidemment dans les parties suivantes. On va continuer à parler de l'islam, mais je voudrais qu'on revienne sur la question de départ à laquelle Emmanuel Todd a à peine commencé à répondre, qui est l'immigration. Est-ce que ça coûte ou est-ce que ça rapporte? Il y en a qui disent ça coûte 30 milliards, il y en a qui disent ça rapporte 30 ou ça rapporte 12. Mais c'est intéressant économiquement, démographiquement, culturellement.
Quel est C'est-à-dire, l'apport je veux dire, de l'immigration? je peux vous On peut donner pas calculer. mon sentiment global terminal, mais ça nous emmènerait dans des débats interminables. Moi, Mais on est là pour ça, on est là pour ça. Non, Emmanuel. mais c'est pas. Je veux dire, il y a N'ayons des pas pertinents. peur. Je vais vous dire peut pas pourquoi calculer. ça devient une fausse question. Moi, je pense qu'évidemment, on est bénéficiaire parce qu'on prend des gens tout fabriqués, je veux dire, et qui maintenant sont éduqués parce que. Ah oui, niveau quand on prend éducatif- des dentistes et des Bon. médecins, c'est sûr qu'on est très bénéficiaire avec mais l'immigration même, choisie. parce que maintenant, les immigrés qui arrivent ont un niveau éducatif de plus en plus élevé parce que tous les pays du Maghreb sont alphabétisés. Donc maintenant, on prend des populations qu'on n'a quand on pas prend les à élever. primo-arrivants, Mais c'est je pas dirais vrai, que ces questions de milliards deviennent... Pas les primo-arrivants, ces questions de attends. milliards deviennent totalement Alors, dérisoires. et- Non. et Luc Ferry n'est pas d'accord. Non, mais je Luc voudrais Ferry bien n'est pas vous d'accord. dire- Non, Non, mais- non, voilà. non, mais- Qui s'exprime, qui Ensuite, je me s'exprime. tais. Tout le monde s'exprime dans Non, cette non, non, émission, non, non, mais même voilà, Luc Ferry. On me pose une question d'ordre économique, je réponds économique. Et je dis que cette histoire de dizaines, de vingtaines ou de trentaines de milliards devient ridicule alors qu'on est confronté à des problèmes de centaines de milliards d'euros gaspillés annuellement à payer les intérêts de la dette française mais dans c'est le autre service chose. des gens qui ont déjà trop d'argent. Et c'est très important parce que c'est dans ces chiffres, sur ces chiffres que les débats vont aller. Il va y avoir des gens qui vont nous dire pendant la campagne électorale que les immigrés sont responsables de nos problèmes. Et peut-être qu'ils auront le toupet de dire ils nous font perdre 10 milliards par an. Et puis il y aura les gens raisonnables en face qui diront est-ce que vous pensez que c'est vraiment les plus pauvres, les moins favorisés qui sont la cause de vos problèmes ou est-ce que c'est les 1% d'en haut, c'est-à-dire l'oligarchie financière et les très riches, non pas simplement de France, mais aussi d'un autre étranger? Parce que les questions d'identité nationale, il ne faut pas uniquement les poser par alors moi, rapport je aux voudrais prendre un Arabes. Alors, Certaines banques Emmanuel, françaises appartiennent aux États-Unis et le gouvernement français obéit au gouvernement Ferry et allemand. Blandine Ce sont des Kriegel étrangers ne sont aussi. pas d'accord avec vous, donc on va leur donner la parole à tour de rôle. On commence par Blandine Kriegel. Allez. D'un mot, la question de l'immigration, ce n'est pas une question économique et sociale. C'est ça qui est fondamental. Et nous pensons aujourd'hui, avec les paradigmes, n'est-ce pas, du 19e et du 20e siècle, nous pensons, comme pour la crise de l'euro, qu'il n'y a que des problèmes économiques et sociaux. Et justement, Emmanuel Todd est parfaitement honnête en vous disant on ne peut pas répondre. C'est une question, parce que c'est une question mondiale, c'est une question qui est politique. Et d'ailleurs, surtout sur toute la discussion que nous avons depuis le début, quand on parle, au fond, si vous voulez, pourquoi l'establishment ou les élites se sont intéressés à l'immigration au moment même où, comme l'a dit Emmanuel Todd, les classes populaires, finalement, en faisaient une question moins importante. Tout simplement parce que c'était devenu une question politique. Il fallait, n'est-ce pas, des politiques d'intégration. Et aujourd'hui, justement, si on dit combien ça coûte, eh bien, on ne résout pas. Ou alors, on considère, n'est-ce pas, vous savez, que les hommes ne vivent que de pain et que des questions humaines ne sont que des questions économiques. Toujours le Et c'est ça le problème. Merci. Vous restez avec nous pour la suite. On va parler d'histoire et on va parler d'islam. Pendant que le journaliste historien Jean Sévilla prend place, eh bien, Alexandre Gamelin va nous expliquer pourquoi l'immigration est devenue une obsession à l'heure de la mondialisation et du village global. On regarde. Les immigrés musulmans menacent-ils plus que les autres l'intégrité de notre corps national? L'idée sous-jacente est la suivante. La France, comme l'Europe, a des racines chrétiennes. Ces racines communes induisent une forme d'homogénéité culturelle qui rendrait les immigrés d'origine européenne plus intégrables que les autres. Cette thèse répond à une forme de logique, mais elle est contrariée par trois faits. Premièrement, jusqu'en 1962, l'Algérie, peuplée majoritairement de musulmans, était française, sans que cela ne pose de problème d'identité nationale particulier à la France chrétienne. Deuxièmement, la laïcité étant au cœur de notre identité nationale, il peut sembler curieux de construire l'identité de la France autour de valeurs chrétiennes. Enfin, parce qu'aux USA, il existe également des débats sur l'immigration qui se concentrent, eux, sur les latino-américains. Les Mexicains ont beau être de bons chrétiens, Samuel Huntington évoque ainsi dans le livre « Qui sommes-nous? Identité nationale et choc des cultures » des scénarios dans lesquels les hispanophones refuseraient d'apprendre l'anglais et discrimineraient les anglophones. Quel est donc notre problème avec l'immigration ? Aujourd'hui, les marchandises, les capitaux et l'information circulent librement sur des réseaux virtuels ou non, alors pourquoi pas les hommes ? D'après la philosophe américaine Wendy Brown, c'est précisément face à cette mondialisation que les discours sur l'immigration comme menace à l'intégrité des nations viennent répondre.
Son constat est le suivant. À l'heure de la mondialisation et du village global, jamais les États-nations n'ont autant construit de murs à leurs frontières pour juguler l'immigration. Les États-Unis construisent des murs à la frontière du Mexique, les Européens construisent des murs à Ceuta, aux frontières de l'Union. Partout dans le monde, on sort les barbelés, les parpaings et on construit frénétiquement des murs. Cette frénésie de murs relèverait de la mise en scène. Aujourd'hui, la souveraineté des États-nations est en déclin. Les États s'adaptent à la mondialisation puisqu'ils n'en fixent les règles. Et nos modèles sociaux, produits de notre histoire, sont menacés par la concurrence internationale. Du coup, la construction de murs sert à signifier que les États ont toujours du pouvoir, que leur souveraineté est un peu plus qu'un vieux souvenir. Les États théâtralisent un pouvoir qu'ils n'ont plus et construisent des murs qui ne servent à rien pour faire croire que eux, États souverains, servent encore à quelque chose. La mise en scène d'une volonté politique de contrôle de l'immigration, avec des murs ou des annonces chiffrées d'expulsion de sans-papiers, serait donc une réponse à l'impuissance des États face à la toute-puissance des marchés. Au fond, les immigrés musulmans ne seraient pas une menace plus grande pour notre identité nationale que les agences de notation, prophètes des marchés financiers, sous la menace desquels les gouvernements doivent construire leurs politiques économiques et sociales, mais c'est précisément parce qu'ils ont un pouvoir de nuisance bien plus faible qu'on peut s'y attaquer à moindre frais. Merci Alexandre. Alors pour ceux qui nous rejoignent, sachez que nous sommes ici Gare de l'Est à Paris, où nous parlons philosophie avec des experts, parce que la philosophie c'est vivant, et nous sommes effectivement au milieu des bruits de la ville, et vous le voyez ici à ces micros étranges que nous portons tous. Alors Jean Sévilla, journaliste, historien, auteur d'Historiquement Incorrect aux éditions Fayard. Vous nous faites d'ailleurs des best-sellers comme ça réguliers, avec un mauvais esprit, parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de mauvais très mauvais esprit. Et alors, première question, les frontières sont-elles dépassées ? Les frontières, on voudrait qu'elles fussent dépassées aujourd'hui, mais elles ne le sont pas. Les frontières sont une réalité. Mais alors, on vit dans un monde mental et culturel qui voudrait nier la réalité, qui voudrait que... J'ai entendu pour le début du débat, beaucoup de pensées bisounours. Alors moi, je n'appartiens pas non plus à la pensée facho. Mais enfin, il faut regarder le réel, quoi. Le réel, c'est qu'il y a une histoire. La France a une histoire, elle a des frontières. Et que depuis quelques décennies, elle connaît un très grand bouleversement de sa population. Et il est trop facile de stigmatiser comme facho ou de coller des étiquettes politiques ou idéologiques toute réflexion qui consiste à se poser des questions. Alors, Jean Sévilla, Malek Chebel, qui est l'auteur avec Christian Godin d'un livre intitulé Vivre ensemble, éloge de la différence aux éditions First, un livre que je vais vous offrir tout à l'heure. Malek Chebel voudrait intervenir. J'ai envie de vous poser une question, Monsieur Sévilla. Il y a combien de musulmans en France? On dit autour de 5 millions, je pense. Non, oui. qui dit ça? Vous dites on dit, mais qui? Dans les statistiques, moi j'aimerais bien aussi avoir une réponse précise, Bon, tout à fait, alors, parce que selon les interlocuteurs, priori, on a des réponses différentes. Merci, Ça serait bien d'avoir des statistiques officielles qui nous permettent de le Merci pour savoir. votre franchise. Merci pour votre franchise. Donc vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Ah si, je parle de quelque chose que je connais. Il y a des musulmans Ah ben en non, France. vous savez Mais de même toute pas façon- quel est le nombre des musulmans en France. Non, mais de toute façon, d'abord, pour l'instant, on parlait des immigrés, on ne parlait pas des Non, musulmans. mais- Ce sont des, Non, non, ce je sont vous ai pas- posé la ce sont question pas des les mêmes musulmans à notions. l'intérieur des immigrés. Parce que le seul problème lié aux immigrés qui existent en France, et en particulier pour des gens comme vous, ce sont les musulmans, on est d'accord. Parce que Non, les c'est pas- Picards c'est pas et le- les Normands Mais et c'est pas les le seul Bretons problème. qui Non, sont non, venus non, en c'est pas vrai. Île-de-France Ce n'est pas le seul au XIXe problème. siècle ne sont pas C'est des pas le seul étrangers, problème, posent pas de monsieur. On problème. transplanterait 5 millions de Suédois en France brusquement, Non, non, ça mais poserait attendez. des problèmes sociaux. On a vu Donc, le ça n'a- reportage non, au début. Ne faisons pas On a vu le d'amalgame, reportage je au n'en fais début. pas. Attendez, on a vu le reportage au début. La grosse partie des musulmans qui sont en France sont venus au temps de la colonie française en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en particulier en Afrique. Donc ce sont d'abord des Français quand ils sont arrivés ici. Ah, je suis Peut-être bien des Français de d'accord. seconde zone, Je suis bien mais a d'accord. priori des Français. Donc maintenant, Mais vous je en n'aurais faites un- jamais dénié la qualité de français, monsieur. Mais alors, je veux dire, qu'est-ce que- alors, jamais, où est jamais. le problème alors? Ah non, ben le problème, c'est que vous le Il y a savez pas de très problème, bien. alors. Mais si, il y a un problème, ça veut Ben dire. non. Vous défendez un islam des Lumières, vous savez très bien, vous savez, je me pose la question de savoir, je vous pose une autre question, est-ce que vous pensez être majoritaire On est dans majoritaire. la position On qu'elle est a majoritaire. Évidemment, ouais. On est majoritaire et Abdelnour Bidar va le confirmer, Luc Ferry va le bien confirmer. sûr, Les musulmans qui tiennent aux lumières, au Bien sûr. progrès, au respect de l'autre, au respect des règles républicaines, ici en France, Bravo, et bravo. sont plus nombreux et infiniment plus nombreux que C'est la sûr, parce que minorité sinon, Malek Chebel ne ferait d'intégristes. pas des best-sellers. Ah bah oui. Bah oui. Je On crois est que- nettement plus nombreux, monsieur. Je crois qu'il faut Franchement. aller encore un peu plus loin. Bah oui. Ce que montrent toutes les enquêtes qualitatives de terrain Oui. ou statistiques développées, c'est que les gens qui sont, je dirais, d'origine musulmane, En France. je veux dire, s'autodésignent comme musulmans, je veux dire, mais la pratique religieuse, au-delà
de pratique de viande halal et du ramadan est très 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 faible. C'est-à-dire qu'en fait, en termes c'est toujours une question d'image. Il y a un exemple. Emmanuel, de la pratique religieuse, vous savez bien que là, le symbole oui, mais dépasse largement le oui, réel. mais je veux dire, il y a un exemple qui est incontestable, c'est la loi sur le voile. La loi sur le voile, tout le monde l'a accepté. Il y a pas la loi sur le voile. Chacun son tour. Alors, regarde la loi sur le voile. Alors, Luc Ferry, quand même un sujet que je connais bien. Il n'y a pas une seule contestation aujourd'hui. Il n'y a pas un seul 17 conflit en France. affaires seulement, il y en avait 15 000. Blandine. Oui, pour aller dans le sens Blandine de... Trégel. Blandine Trégel, après Qui prouve à quel point les La loi, voilà, la loi loi sur le voile qui a été votée par 387 voix pour, Tout le monde l'a 37 voix accepté. contre. Avant cette loi, il y avait 15 000 affaires de voile dans l'éducation nationale. Il y en a maintenant à peine une vingtaine. Jean Sévilla. Abdenour Bida va s'adresser à vous et puis on continue le débat. Alors, Monsieur Sévilla faisait référence à l'histoire de France et à l'histoire donc de l'identité française, à l'identité française articulée sur une histoire. Moi qui analyse la question des évolutions de l'islam contemporain et de ces évolutions notamment au sein de la société française, j'ai souvent le sentiment que notre problème, c'est qu'on a affaire à deux identités face à face, qui ont une représentation d'elles-mêmes qui est complètement stéréotypée et qui est en retard sur la réalité. Je m'explique. Lorsqu'on parle d'identité française, on fait souvent appel à des références qui, moi, c'est peut-être un phénomène de génération, me paraissent complètement datées. On voit une France en noir et blanc, on voit une France chrétienne, on voit une France blanche, on voit une France qui a un certain nombre de références culturelles, etc., etc. Je crois que la société française est beaucoup plus diverse que ce que son histoire a fait d'elle, d'une part. En face, ce que j'observe, c'est qu'on a un certain nombre de musulmans qui font connaître à leur islam une mutation absolument considérable. C'est-à-dire que ce qui me frappe aujourd'hui, ce qui est particulièrement spectaculaire, c'est que les musulmans sont engagés dans un mouvement qui est un mouvement de changement, de transformation de leur civilisation, de leur société, de leur culture, de leur représentation, qui est très important, que ce soit à l'échelle française où on en a encore eu un témoignage éloquent avec le printemps arabe. Mais le problème, c'est qu'ils ne le savent pas encore. Ou en tout cas, ils ne le savent pas encore suffisamment. Donc quand vous demandez aujourd'hui, je rejoins ce que disait M. Todd, à un musulman ce qu'il est et comment il va définir son islam, il continue de vous répondre de façon assez traditionnaliste, assez stéréotypée. Mais en réalité, il a une façon de vivre l'islam qui est très différente. Par exemple, il y a très peu de musulmans aujourd'hui en France qui font leurs 5 prières par jour à l'heure. Bon, de ce point de vue-là, moi j'ai souvent développé une idée qui est un petit peu iconoclaste, c'est que nous qui avons hérité de l'islam, je m'inclus parce que je suis de culture musulmane, nous qui avons hérité de l'islam, nous sommes bien davantage des héritiers de l'islam que des musulmans. Et je crois que, je rajoute simplement une petite chose, je crois que la magie du moment historique que nous sommes en train de vivre, c'est que ces deux identités, qui sont en mutation, qui ne le savent pas encore suffisamment, gagneraient à comprendre qu'elles ont intérêt à se refonder au présent et pour l'avenir ensemble. Réponse de notre historien historiquement incorrect, parce que ça va vous rester ce mot d'incorrect, Jean Sévilla. D'ailleurs, j'assume complètement. Le livre est très, très, très intéressant et très bien fait. Merci. Je ne me laisserai pas enfermer dans la figure de l'islamophobe, qui est une figure de terrorisme intellectuel. L'islam n'est pas une race, et je ne déteste pas les musulmans, et j'ai du respect pour l'islam. Je suis personnellement chrétien. Je pense que l'islam est une grande religion. Mais ce pays a une histoire, et il a une histoire. Cette histoire est liée dans la grande durée au christianisme. C'est un fait. Il y a aussi une France des Lumières, une France laïque, je sais, il y a tout ça. Voilà. Vous êtes en ce moment, vous tenez un discours qui est un discours de négation du réel. Vous savez très bien qu'il y a dans la société française tout un courant de réidentité musulmane axé sur une lecture fondamentaliste de l'islam. Je sais que ce n'est pas votre lecture, Bélix Chebel, mais ne me dites pas, vous niez la vérité. Je veux dire, toutes les enquêtes le prouvent. C'est pas vrai. Tout ça est faux. Mais si, mais oui, on connaît ces discours que vous tenez, Manuel Todd, depuis des années. Il y a 10 ans, je suis d'accord avec vous. C'est valable à 10 ans. Non, c'est valable à peine il y a encore 5 ans. Mais maintenant, je vous assure, écoutez-moi une seconde. Je vous écoute. Je pense que les musulmans les plus intégristes ont compris. Ils n'ont pas encore, évidemment, pris l'attitude voulue, mais ils ont compris qu'ils ont fort à faire ici en France contre précisément l'ensemble des musulmans, le corps des musulmans éclairé, illuminé par la République. Alors par les lois de la République. Ça justifie les frontières, vous voulez dire que les musulmans de chez nous sont mieux? Non, je pense, oui. Ils ont fait des progrès suffisants pour être acceptés, valides. Ils sont même, à mon avis, je vais même plus loin, ils sont l'un des meilleurs, des plus grands défenseurs du pacte républicain, les musulmans de France.
sont les Ouais, c'est meilleurs, vrai, ouais. parmi C'est les vrai, meilleurs et les plus acharnés en Luc termes de Ferry est défense d'accord. du Je- patrimoine. je- Il reste une minorité. C'est d'ailleurs Il ce qui est reste une minorité. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé aux Juifs dans les générations Exact, précédentes. exact. Si on Il a reste pas une aux minorité. protestants. Blandine Griegel va parler. Il reste une minorité qui est malheureusement, pour l'instant, encore incompressible compte tenu de la crise, compte tenu de la peur, compte tenu des mutations qui sont rapides. Nous y employons, en fait, en réalité. Alors, Blandine. D'accord, mais Cher Malek, je pour peux aller vous dans poser votre une sens, question attendez, vous permettez. C'est ce Allez-y. que dit le poser une Pew question. Research. Blandine Kriegel, Attendez, un instant, s'il Blandine vous plaît. Kriegel, on écoute. C'est ce que dit. Respectueusement. Vous savez, les Américains font des enquêtes sur tout. Il y a un grand think tank, le Pew Research Center, qui a étudié les rapports des musulmans dans tous les pays du monde. Oui. Et il a conclu, ce qui va tout à fait dans le sens de ce qui nous a été dit, que la caractéristique des musulmans français dans leur rapport à la démocratie, eh bien, c'est qu'ils sont plus favorables au régime oui. démocratique que les musulmans de tous les pays du Bah, monde. largement. aujourd'hui. Jean Sévilla. Voilà. toutes les enquêtes montrent que les jeunes issus de l'immigration dite musulmane, aujourd'hui, beaucoup, quand on leur demande de se définir, est-ce que vous êtes musulman ou français, répondent d'abord musulman. Est-ce que ce pas fait vrai. ne vous inquiète Non, pas? C'est juste pas vrai. C'est pas vrai, Ah. d'une part. Enfin, Alors, ce sont des enquêteurs faux. Non, mais si vous C'est pensez pas qu'on a des- le droit à raconter n'importe quoi, c'est allez-y. pas. hein. Non, non, attendez. Et quand bien même, que quelques jeunes qui ne se sentent pas intégrés et se donnent une identité fantasmatique. Là encore, fantasmatique, je dis bien. Moi, à la limite, pourquoi pas? J'essaie de comprendre pourquoi. L'émergence de cette identité nouvelle, étrangère. Eh bien, il faut que ça soit compris bien comme il faut. C'est un problème franco-français, ça. C'est-à-dire, quand vous demandez Oui, je aux suis jeunes d'accord. et vous leur demandez pourquoi ils ne sont pas français, ils se sentent Non, mais plutôt... attendez, il faut pas aller trop loin dans Attendez. l'acceptation de, Oui, c'est-à-dire de ce non-sens. Non, hein. non, pas du tout. C'est pas un non-sens, ce sont des Non, non, non. enquêtes de Il y a terrain. un Emmanuel si sur Macron. le terrain chose. des jeunes Mais disent si ça, vous les niez- ça veut dire qu'il y a un malaise au sein de la République qui n'arrive pas à intégrer ces jeunes-là parce qu'elle ne leur donne pas la bonne réponse. Et au lieu de me poser la question, c'est de poser la question au Parlement, de dire pourquoi il n'y a pas des Partagé. procédures nécessaires Mais ça doit pour être partagé. essayer d'intégrer ces jeunes-là dans le pacte national, dans le pacte républicain. Alors- Moi, je pense qu'ils veulent plus de France et moins d'islam. Alors, Mais parce qu'ils merci, sont merci, des personnellement, Malek. je m'en Moi, il y a réjouirais. quelque chose que j'ai Oui, toujours pas ils compris. veulent plus hein. de France. Je suis désolé. C'était la réponse à la question qui était posée au début de cette partie de l'émission. C'est est-ce que les frontières sont dépassées ou pas? Luc Ferry. Moi, je suis, contrairement à Emmanuel Todt, je suis contre le protectionnisme européen, je suis favorable à l'euro et fédéraliste. Et néanmoins, malgré Condoléances. ça, non, je suis navré, mais je ne sais pas lequel de nous deux sera balayé comme les dinosaures, mais je crains que ce ne soit toi. Mais on verra. Attendons. Mais On verra. cela étant dit, je pense que là où les souverainistes, je parle des souverainistes, je ne sais pas si tu es souverainiste exactement, je parle des souverainistes. Non. Je pense à des gens comme Paul Thibault, par exemple, l'ancien directeur de la revue Esprit, qui est un homme extrêmement intelligent, et qui dit ceci, que les fédéralistes sous-estiment, et là où il y a des frontières, et là où ils ont raison, me semble-t-il, c'est que la solidarité nationale, la fraternité reste nationale aujourd'hui. Le vrai. budget de la santé, le budget de l'éducation nationale, le budget de la justice, ce sont des budgets nationaux. Et je vous garantis qu'ils ne sont pas prêts de devenir fédéraux, ces budgets-là. Ils ne sont pas prêts d'être européens. Et donc il y a quelque chose de très vrai dans la réaction anti-européenne aujourd'hui, c'est que la fraternité, la solidarité, c'est lié non seulement d'ailleurs au budget de l'État, non seulement à la carte vitale qu'on a dans la poche et qui est parfaitement nationale et pas du tout européenne, mais c'est lié évidemment aussi, et là vous avez raison monsieur politiquement incorrect, c'est lié aussi évidemment à une histoire, à l'appartenance à une nation qui n'est pas quelque chose qu'on peut Donc- balayer donc d'un vous- revers de la main. Abdel Bidar. sur la question des- Je sur la suis question désolé, des comme frontières. j'ai été traité de dinosaure, Donc, donc je vais faire un truc de cours de récréation. C'est celui qui me dit qui est. Je veux dire, et je veux dire, Tu ce que dis plein de viens- choses je veux dire, intelligentes, mais sur pas cette toujours. histoire de solidarité nationale quand même qui existe, etc. Je veux dire, la réalité de l'histoire qui se fait en ce moment, C'est que c'est c'est l'explosion la Europe. de l'euro. Non. Je veux dire, C'est Mais non, l'échec mais non, mais de non, cette mais non. construction Mais ça, c'est ta abstraite thèse, autour des tu vas nations. t'en- Abdel Bidar. Sur la question des frontières, elles ne se déplacent pas ou elles ne s'effacent pas simplement sur un plan physique, mais aussi sur un plan intellectuel. Tout à l'heure, M. Sevilla parlait des Lumières. Aujourd'hui, l'idée des Lumières, les concepts majeurs des Lumières, par exemple celui dont on débat beaucoup actuellement, le concept de laïcité, eh bien, c'est en train de devenir un patrimoine universel. Oui, Je bien sûr, m'explique. oui.
L'islam est en train de s'emparer de ces questions. Les penseurs musulmans sont en train de s'emparer de ces questions et en train de renouveler l'esprit des Lumières. Je vous prends simplement un petit exemple. C'est pas par narcissisme. Le titre de mon dernier livre, c'est l'islam face à la mort de Dieu. Oui, bien sûr. Voilà une question, la mort de Dieu, qui était complètement étrangère à la pensée islamique. Bidar, Chebel, c'est l'islam des Lumières. Non, mais c'est simplement symptomatique. C'est symptomatique de questions que l'islam, que les musulmans, que le monde est en train de s'approprier à partir de l'Occident. Jean Sévilla, notre incorrect historien, vous restez avec nous. Et maintenant, avec Alexandre Gamelin, nous allons essayer de comprendre pourquoi, au nom de la laïcité, on peut dire une chose et son contraire. Et pendant ce temps-là, Christine Tazin, de Riposte Laïque, va rentrer sur ce plateau. On regarde. La laïcité est au cœur de notre identité nationale. Il faut la défendre pieds à pieds. Face à la burqa, au foulard islamique, aux musulmans qui prient dans la rue, il faudrait opposer une riposte laïque. Mais c'est pour toi la France, c'est... Le problème, c'est que quand on a dit cela, on n'a toujours pas expliqué ce qu'être laïque signifie, à part combattre les musulmans. Relisons la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État à laquelle se réfèrent les avocats de la laïcité. Dès l'article 1er, elle affirme « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l'intérêt de l'ordre public. » Autrement dit, la République garantit à chacun, musulman, catholique, juif ou sikh, de pouvoir exercer sa religion librement. Construire des minarets n'est pas contraire à la laïcité, pas plus que d'accueillir les journées mondiales de la jeunesse par exemple. Les minarets, admettons, mais le voile, la burqa, c'est forcément contraire à la laïcité. Eh bien justement, ça se discute. Jean Bobéro, titulaire de la chaire Histoire et Sociologie de la laïcité à l'École pratique des hautes études, rappelle qu'un débat similaire avait eu lieu lors du vote de la loi de 1905. Un amendement voulait à l'époque interdire le port de la soutane dans la rue. Cette tenue était jugée provocante, contraire à la liberté et la dignité humaine. Aristide Briand récusa cet amendement qui ne fut pas adopté, selon un argument simple. La soutane devient, dès le lendemain de la séparation de l'Église et de l'État, un vêtement comme un autre. La laïcité, c'était alors de pouvoir s'habiller comme on veut. C'est pour cela que l'abbé Pierre ou le chanoine Kir pouvaient parfaitement être maire ou député et se présenter à l'Assemblée nationale ou à la mairie en soutane. Quant à la question des musulmans priant dans les rues, on comprend que les images puissent choquer, mais d'une part, en l'absence de mosquée et sauf à aller contre la liberté de culte reconnue par la laïcité, il faut bien prier quelque part, et d'autre part, l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme indique que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. C'est d'ailleurs pour cela que les chaînes de télévision ou radio publiques peuvent diffuser la messe le dimanche. Bref, à y regarder de plus près, on pourrait parfaitement opposer une riposte laïque à ceux qui opposent islam et laïcité. Merci Alexandre. Alors Christine Tazin, vous êtes une des chefs de file de Riposte Laïque et vous publiez avec Pierre Cassin La faute du bobo Jocelyn aux éditions Riposte Laïque. Et dans la question qu'on se pose tous, c'est le religieux empêche-t-il l'intégration? Et c'est vrai que la courtoisie m'obligerait à vous poser d'abord la question, mais comme Luc Ferry va bientôt partir parce qu'il a beau être philosophe, il prend aussi des week-ends et il a un train à prendre. Il a même sa valise ici. Alors Luc Ferry, est-ce que vous, alors le philosophe Luc Ferry, comment il répond-il à cette question sur le religieux et l'intégration? Le religieux a évidemment été un facteur d'hostilité à la laïcité très grand, pour une raison simple, c'est que la laïcité n'a rien à voir avec ce qu'on croit la plupart du temps en France. En particulier, ça n'a rien à voir avec la question des insignes religieux ou du foulard. Fondamentalement, la laïcité, elle apparaît en France au moment de la création de l'Assemblée nationale, qui en est le véritable symbole, pour une raison de fond philosophiquement essentielle, c'est que l'Assemblée nationale, elle symbolise la fin du théologico-politique, c'est-à-dire la fin de l'enracinement des lois dans des représentations religieuses du monde. L'Assemblée nationale, c'est le fait que les humains vont fabriquer la loi par eux-mêmes
et pour eux-mêmes, à partir de la représentation de la raison, de l'intérêt général. Et c'est le vrai moment laïque. C'est pas tellement une question de foulard. Vous avez une quantité de pays, par exemple, où les insignes religieux sont autorisés à l'école et qui sont quand même des pays profondément laïques. C'est le cas de l'Allemagne parce qu'on fabrique la loi dans des parlements. C'est ça l'essentiel de la laïcité. Et de ce point de vue-là, alors je ne veux pas lancer un pavé dans la mare avant de partir, mais c'est vrai que les religions ne sont pas à égalité. Le christianisme, pour des raisons de fond, c'est mon ami Yad Ben Achour qui m'avait expliqué ça, qui était un très grand prof, qui est toujours un très grand prof de droit à Tunis, qui d'ailleurs doit être ministre dans le gouvernement tunisien actuel, et qui me disait toujours que, au fond, il me disait, vous les chrétiens, bon, lui voyait ça, moi je ne suis pas chrétien, mais de culture chrétienne, il me disait toujours, vous ne vous rendez pas compte que vous avez une religion qui facilite le passage à la laïcité, parce qu'il n'y a pas de juridification de la vie quotidienne. Le Christ laisse l'homme libre à son conseil. C'est-à-dire qu'il n'y a au fond aucun ordre donné dans l'évangile de Jean, par exemple, sur la manière dont on doit s'habiller, dont on doit bouffer. Voilà. Alors que, disait-il, plus une religion juridifie la vie quotidienne, ce qui est assez largement le cas du judaïsme et de l'islam, et du judaïsme aussi. Et du judaïsme aussi. Moi, d'ailleurs, vous savez, quand moi je reviens d'Israël, donc je me suis fait vraiment expliquer en détail, où nous étions d'ailleurs avec Blandine, la question des mariages civils. Il n'y a pas de mariage civil en Israël, hein, ce qui est pour nous, évidemment, français, quelque chose de très difficile à comprendre, parce que la définition de la citoyenneté et la définition du mariage est toujours liée à la religion. C'est très difficile de passer vraiment à la laïcité dans des religions qui juridifient la vie quotidienne. Disons un principe, plus elle juridifie la vie quotidienne, plus c'est difficile de passer à la laïcité. Oui, avec joie. Oui. Je vais répondre en un mot. Quand je dis ça fait plaisir aux chrétiens et ça choque. Je réponds en un mot à Luc Ferry. Nous sommes en train, sur le plan théologique, de réfléchir actuellement sur la possibilité d'imaginer des versets intemporels qui concernent la quiddité divine, qui concernent la foi, l'identité de croyants, aux versets temporels. C'est-à-dire certains versets qui gèrent, qui ont régulé la vie familiale, par exemple, les questions d'héritage. En Tunisie, c'est très intéressant. Voilà, nous sommes en train de faire ce distinguo-là pour que, à terme, nous ayons. Attendez, Luc Ferry, on va dire bonsoir à Luc Ferry, bon train de nuit. C'est gentil, n'en profitez pas, Blandine, n'en profitez pas pour dire du mal de moi. Vous lui répondez en son absence. Bonsoir Luc Ferry. Moi, je veux répondre en son absence à Luc Ferry. S'il reste encore une minute, je ne suis pas d'accord avec sa présentation de la laïcité, parce que la laïcité, ce n'est pas l'hostilité aux religions, et d'ailleurs, elle ne date pas de l'Assemblée nationale. Attends, laisse-moi finir. De l'Assemblée nationale, sous la Révolution, puisque la Déclaration des droits de l'homme commence par sous les auspices, etc., et en présence de l'être suprême. C'est comme ça qu'est rédigée la Déclaration des droits de l'homme. Non, là, qu'est-ce qu'a été la laïcité, cette exception française? C'est une voie française de sortie des guerres de religion. Et la laïcité commence, n'est-ce pas, comme ça, c'est-à-dire avec l'édit de Nantes. C'est-à-dire l'idée, n'est-ce pas, qu'il faut si ça peut te consoler avant que tu partes, pour une fois, j'étais d'accord avec toi. Oui, peu importe. Tu me défends, je m'en vais. C'est bien. Nous sommes dans un débat laïque. Bonsoir et bon week-end. Dans un débat laïque. Que c'est aux politiques, à l'État, qui est neutre, n'est-ce pas, de garantir que des religions différentes, au fond, ne s'étripent pas indéfiniment. Et alors, toutes les sociétés européennes ont affronté les guerres de religion à la Renaissance, et elles ont eu des voies différentes pour en sortir. Nos voisins anglo-saxons se sont sortis des guerres de religion en proclamant les libertés de conscience et le droit des minorités, ce qui leur a donné d'ailleurs une avance en matière de liberté. Mais nous, en France, parce que nous étions un pays de 14 millions d'habitants, parce que nous avions des millions de gens qui faisaient face à des millions de gens, nous en sommes sortis par une autre voie, c'est-à-dire la voie de la laïcité, c'est-à-dire celle de l'État neutre. Et alors ça, c'est une chose extrêmement importante, parce que, au fond, les sociétés qui sont dans l'histoire, comme les individus, surmontent les problèmes qu'elles ont avec leur passé, avec leur histoire. Et c'est pour ça qu'en France, alors qu'aujourd'hui, nous avons un problème nouveau, c'est-à-dire puisque la religion musulmane est la deuxième religion en nombre, eh bien, nous avons trouvé ce que nous avons dans notre passé, dans notre expérience, c'est-à-dire la laïcité comme bon moyen d'empêcher, n'est-ce pas, que des conflits religieux inexpiables ressurgissent. Et alors, à mon avis d'ailleurs, vous l'avez dit, et je pense que c'est profondément juste, de même que la Turquie hier, vous savez, Mustafa Kemal était présent au moment de la promulgation, était présent en France au moment de la promulgation de la loi de 1905,
à adapter au fond ce programme laïque à la Turquie, mais je pense que si vous voulez, cette solution de la laïcité qui n'a pas que des avantages, qui a aussi ses inconvénients, mais elle est très bien adaptée aux sociétés où vous avez des millions de personnes qui font face à des millions de personnes et qui ont des convictions différentes. C'est-à-dire, c'est la solution par laquelle le politique, ce sont les institutions, c'est l'État neutre, on ne s'en remet pas seulement aux individus, qui garantit que les gens, si vous voulez, vivent ensemble et s'acceptent, se respectent. Et justement, comme le dit la loi de 1905, qui proclame non seulement la liberté de conscience, mais la liberté de culte, acceptent de coexister avec des religions différentes. Alors pour vous, Christine Tazin, on connaît la réponse. Hein. C'est le religieux empêche l'intégration et c'est pour ça que vous bouffez à Riposte Laïque, vous bouffez depuis des années du curé, de l'imam, etc. Quoi. On bouffe de l'islam de préférence. On est islamophobe et on en est fier. Je vous félicite. Et c'est Riposte Laïque. On ne comprend pas effectivement qu'on ne puisse pas, quand on est républicain... L'islam de Turquie ou l'islam de... Est-ce que je peux parler? Merci, s'il vous plaît, d'abord. On ne comprend pas qu'on ne puisse pas effectivement demander à l'islam de se mettre en conformité avec les lois de la France. La laïcité française, je crois que c'est très simple, c'est qu'on a un domaine privé qui est religieux. Le reste, on ne doit pas le savoir. Quand je rencontre quelqu'un, je ne dois pas savoir quelle est sa religion. Quand je suis en entreprise avec quelqu'un, je ne dois pas savoir qui est sa religion. Donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple sur un musulman vivant en France qui ne respecte pas les lois de la République. Un seul exemple. Un musulman qui réclame un carré musulman pour être enterré. Un musulman qui réclame... Parce que les chrétiens n'ont pas de carré... Est-ce qu'ils n'ont pas de carré chrétien? Je m'excuse, je voudrais parler de mon caveau de famille. Non, moi aussi, je Mon caveau de famille. Non, mais non, parce que je suis désolée. Vous venez de nier mon identité française. Vous répondrez après coup. Je suis désolée. Moi, j'ai mon caveau de famille au chemin des Israélites et je ne vous permets pas, je viens de commencer à gueuler contre les territoires spéciaux. Je suis désolée, j'aimerais terminer mon propos. Il me semble quand même que c'est un minimum. À savoir, j'ai entendu beaucoup de choses au tout début de cette émission sur l'altérité. Or, le gros problème de l'islam, c'est que ce n'est pas nous, Français ou d'origine européenne, peu importe, qui considérons l'autre musulman comme autre, c'est exactement le contraire. C'est le musulman qui considère que celui qui n'est pas musulman est autre. L'islam est une religion de la ségrégation. Il y a le musulman et il y a l'autre. Il y a la nourriture musulmane, il y a les vêtements, il y a le voile. Ça tombe bien, il y a deux musulmans sur le plateau. Les carrés musulmans, même dans la mort, on est à part. Attendez. Ça tombe bien, il y a deux musulmans sur le plateau. Ils vont vous répondre, Christine. Sur les carrés musulmans. Sur les carrés musulmans, madame. Donc, vous voulez, si j'ai bien compris votre schéma, que les gens vivent ici toute leur vie. Quand ils sont morts, on les envoie chez eux, enfin, dans le pays de leurs ancêtres, c'est ça? Pas du tout, qu'ils soient enterrés... Ils sont enterrés dans le même cimetière. Dans un cimetière, ils sont enterrés dans le même cimetière. Ils sont enterrés, ils le sont, madame. Abdel Bidar. Juste une petite chose par rapport à ce qu'a dit madame. Je crois qu'elle parle de quelqu'un qui n'existe pas et que personne n'a jamais rencontré. Elle l'a appelé le musulman. Le musulman, c'est-à-dire comme s'il y avait en France un individu standard qui, en l'occurrence, tel qu'elle l'a défini, refuserait l'altérité, refuserait la différence et serait installé dans une espèce d'intégrisme et d'affirmation intégriste de sa différence, avec l'idée qu'il y a là quelque chose qui serait définitif. Je suis désolé, mais sociologiquement, ça n'existe pas. J'avais écrit une fois, en France, il n'y a que des musulmans atypiques. Il n'y a que des musulmans atypiques, c'est-à-dire qu'il y a une diversité de la population musulmane. Il y a effectivement un certain nombre d'illuminés qui sont heureusement une minorité, qui sont très intransigeants et qui sont, eux, effectivement intégristes. Mais il y a une très très large majorité d'individus qui sont dans une situation d'acceptation tranquille de toutes les valeurs de la République, qui sont dans une attitude qui est une capacité plus ou moins importante au dialogue, mais qui ne sont pas, contrairement aux stéréotypes qui viennent nous être proposés, qui est hélas un fantasme dont je crois nous devons tous nous méfier. Donc un ensemble d'individus qui ne comprennent pas qu'on hystérise autour d'eux la question de l'islam, la question de l'immigration et d'un danger islamiste. Donc moi, si vous voulez, je vais faire un appel simplement au bon sens. Je voudrais qu'à la place d'hystériser cette figure essentialisée du musulman, qui encore une fois n'existe pas, nous ayons l'intelligence en France, je m'adresse ici directement aux politiques, de créer un ministère de la fraternité.
plutôt que de créer un ministère de l'identité et de Ça fait l'immigration 2 siècles nationale qu'on en qui parle. continue d'entretenir l'idée qu'il y a en face un immigré qui se positionne face à l'identité et qui représente un élément inassimilable comme quelque chose qu'on n'arrive pas à avaler, ce qui est totalement faux, totalement en décalage avec la réalité. On aurait intérêt aujourd'hui en France à travailler à la connaissance mutuelle. Et je pense que si on avait la chance, par exemple, tous les deux, de se connaître un petit peu mieux, eh bien, vous vous rendriez compte, et je ne suis pas une exception, qu'il y a des gens de culture musulmane tout à fait fréquentables. Je trouve que vous avez une tolérance exagérée là. Voilà. Mais je voudrais, sur ces questions, sur ces questions religieuses, bon, c'est vrai qu'il faut parler de religion, c'est vrai qu'il faut parler du contenu des religions, mais il ne faut pas prendre non plus les textes trop au sérieux. C'est-à-dire qu'on avait commencé à parler des lois d'héritage, du droit civil qui est contenu dans le Coran. Donc en France, on a toutes sortes de réflexions sur est-ce que le Coran est compatible avec la République. Mais moi, je peux dire, en tant qu'anthropologue, ayant lu des tonnes de monographies sur des villages de tous les pays arabes et d'autres pays musulmans, mais les règles d'héritage du Coran ne sont pas appliquées dans le monde musulman. C'est-à-dire qu'il y a un pragmatisme, un rapport pragmatique à la religion dans les pays musulmans eux-mêmes. Donc, je veux dire quel est le problème pour la République française si déjà les pays musulmans sont capables de faire le tri dans le Coran de ce qui est applicable, pas applicable, etc. Et de la même façon, il y a dans les pays musulmans depuis plusieurs siècles une tradition politique séculière. C'est-à-dire que la référence à la charia, c'est-à-dire à la loi islamique, comme référence suprême de la Constitution dans un certain nombre de pays islamiques, est une référence symbolique. Il n'y a que... c'est une référence symbolique, c'est-à-dire que... Il y a beaucoup de femmes en Arabie Saoudite qui sont heureuses de vous savoir. L'islam, ça n'est pas que l'Arabie Saoudite, l'islam, c'est l'Indonésie. Le pays musulman le plus peuplé du monde, c'est l'Indonésie. Alors, contrairement aux stéréotypes, l'Indonésie, ça n'est pas un pays dont la culture familiale est centrée sur les hommes et ce genre de choses. C'est une culture qui est plutôt centrée sur les femmes, matrilocale et même dans certains cas pour les peuples les plus musulmans matrilinéaires où les biens sont transmis par les femmes. Donc l'idée, je veux dire, il y a une sorte de confusion fondamentale entre la culture arabe et l'islam, et dans l'ensemble d'ailleurs, moi je sors de cette étude sur l'origine des systèmes familiaux, et ce qui est frappant, c'est la façon dont Mahomet, à travers les règles d'héritage du Coran, n'a pas réussi à contrecarrer les systèmes fortement patrilinéaires du Moyen-Orient antique. Alors, il y a une question on est dans le fantasme, le mot il y a une fantasme. question que je voudrais poser à vous tous d'ailleurs, et puis peut-être en commençant par Christine Tazin, c'est à quoi l'immigré doit-il renoncer pour s'intégrer ? Est-ce qu'il doit renoncer à une partie de sa religion, à la pratique de sa religion ? Est-ce qu'il faut le convertir de force à la laïcité ? Enfin, c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce qu'il faut le forcer à manger du saucisson ? Il y a quelque chose de très simple, qui est qu'on pourrait faire en France ce qui s'est passé en 1807 sous Napoléon avec les Juifs. On leur a dit, pour devenir citoyen français, on vous demande de supprimer de la Torah les éléments qui ne sont pas compatibles avec les lois françaises. Si on faisait la même chose avec le Coran... Est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Donnez-nous un exemple. Ils l'ont fait. Par exemple, ils ont renoncé à la polygamie, ils ont renoncé à un certain nombre de choses. Mais la culture ashkénaze avait renoncé à la polygamie. Oui, ça vous gêne pas de dès le m'interrompre Moyen tout Âge. le temps. Mais vous dites des trucs faux. Mais je m'en fous, c'est faux. D'accord, je vous laisse dire des trucs faux. Mais vous aussi, vous dites des choses fausses. Je vous laisse parler. Non, mais Napoléon est une tâche sur l'histoire de la République française dans son rapport au judaïsme. Mais voyons. Blandine Kriegel. Moi, je veux bien discuter, je vais répondre ceci à madame. C'est qu'on sait que tous les intégrismes, de quelque religion qu'ils soient, n'est-ce pas, qu'il s'agisse des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, ont toujours la même propension à pratiquer le littéralisme, c'est-à-dire, n'est-ce pas, une acceptation sans actualisation de textes qui ont été rédigés il y a très longtemps. Alors pour autant, comment, n'est-ce pas, on a développé des positions par rapport à la religion qui ne sont pas intégristes, qui ne sont pas fondamentalistes, qui ne sont pas littéralistes? Est-ce qu'on l'a fait en pratiquant des politiques de fermeture, de coercition? Pas du tout. C'est exactement l'inverse qu'on a fait aujourd'hui. Vous pouvez lire la Bible in extenso, qui raconte des histoires qui sont peu recommandables, un grand nombre d'histoires très peu recommandables, n'est-ce pas, de massacres, d'inceste, des choses très peu recommandables, et elles sont publiées. De même, il y a, n'est-ce pas, dans le Coran, des histoires qui ne sont pas non plus, en tout cas à nos yeux de modernes, recommandables. La solution, ce n'est pas
d'interdire de prendre connaissance de ces textes, n'est-ce pas? Mais c'est simplement, et c'est pour ça d'ailleurs que toutes les religions ont développé des herméneutiques, n'est-ce pas? C'est-à-dire des manières d'actualiser, de comprendre, de rendre actuels ces textes, et c'est ça qu'il faut faire. Et alors, par conséquent, jeter à la tête de nos compatriotes musulmans des textes qui sont effectivement très discutables, eh bien, c'est aussi absurde que jeter à la tête, n'est-ce pas, des catholiques ou si vous voulez, des protestants ou des juifs, des textes qui ne le sont pas moins. Donc il faut simplement apprendre à comprendre ces textes. Vous ne voulez pas vivre avec nous. C'est vous qui ne voulez pas vivre avec nous. C'est pas de notre faute, nous, on a les bras ouverts. C'est exactement le contraire. On a les bras ouverts, vous nous refusez. Vous ne voulez pas vivre avec nous. Vous me refusez, madame, juste sous le prétexte Non. que je suis d'origine musulmane. Pas du tout. Alors que vous ne Pas lisez du pas mes tout. livres dans Pas du lesquels tout. j'explique à mon corps défendant lus. et en prenant tous les risques que précisément l'islam doit évoluer sur un certain nombre de bases qui sont médiévales. Et je le dis aux musulmans avant de vous le dire, parce que ceux qui m'intéressent sont d'abord les musulmans auxquels j'aimerais qu'ils acceptent le pacte républicain, la démocratie, le sens du réel, le pragmatisme, plutôt qu'à vous. Parce que vous, de toute façon, vous me trouverez toujours un défaut. Absolument. Mais évoluer, nous nous trouverons Non, plus mais de défauts, il y a évoluer, plus voilà, de soucis. évoluer. Pourquoi Hein? vous croyez être Mais un exemple? Simplement. Vous croyez être un exemple? Non, mais- Vous dites évoluer, mais à qui vous le dites? Non, mais vous avez vu comme ils sont tolérants, Christine moi Tazin, donc quand même. S'il vous plaît, je voudrais simplement revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous devons prendre en compte l'idée que, avec les musulmans qui vivent en France ou les gens de culture musulmane qui vivent en France, nous avons affaire à une diversité. Et la majorité de cette diversité, loin de ces intégrismes minoritaires, en est au point suivant. Sur le plan pratique, les musulmans ont commencé de façon extrêmement large à évoluer à pas de géant par rapport à leurs pratiques traditionnalistes. Et sur le plan intellectuel, Malek Chebel qui est ici, moi qui suis ici, nous sommes en train de faire subir au corpus traditionnel de l'islam un certain nombre d'évolutions. Et jusque-là, bonne nouvelle, nous n'avons été ni excommuniés, ni menacés. Ça veut dire quoi? Eh oui, oui, c'est extraordinaire parce que ça veut dire Au nom du Coran. les musulmans qui nous lisent, les musulmans qui nous écoutent, travailler sur le corpus traditionnel de l'islam, la plupart sont extrêmement perplexes, mais ils nous laissent faire avec beaucoup de tolérance et ils sentent qu'il y a là une voie d'évolution dont ils sont en train de faire eux l'expérience par leurs attitudes, par leur conduite dans leur vie de tous les jours. Donc encore une fois, cet islam complètement figé, traditionnaliste dont vous parlez, hélas, il n'existe pas. Et ça, je voudrais que la société française en prenne véritablement conscience, ou en tout cas ne se laisse pas aller à des tentations de fantasmes comme celles que vous brandissez et qui produisent ce que l'économiste Jacques Généraux a eu raison d'appeler une dissociété, c'est-à-dire une société divisée contre elle-même, alors qu'en réalité, elle aurait toutes les raisons de penser qu'elle peut avancer d'un même pas avec toutes ses composantes. Ce qui est vrai, c'est qu'on vit dans une société qui est très très désorientée. Où les gens sont très très paumés et dans laquelle on voit émerger des discours de haine. Je veux dire, ça, c'est indéniable. Donc, il y a des problèmes. Mais ça, c'est tout à fait indépendant. Ça se fixe sur l'islam maintenant, la fantasmagorie. Mais je veux dire, ces pulsions mauvaises doivent être constatées, analysées. Mais les solutions ne sont pas dans l'hystérisation du problème musulman. Les solutions sont dans l'ordre social, économique. Je veux dire, il faut un traitement médical économique. Vous l'avez entendu, Emmanuel Todd, il parle d'hystérisation. Effectivement, on peut se demander si... dans ce que dit Riposte Laïque à propos de l'islam, notamment, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hystérie? Écoutez, moi j'aimerais bien qu'ils aient raison. J'aimerais bien, je serais heureuse. Et on aimerait beaucoup avoir tort. Quand même, la transformation d'une rondelle de saucisson en hostie, c'est quand même bizarre. Ben, on aimerait bien que dans tous les quartiers français, on puisse continuer de trouver du saucisson et du jambon, ce qui n'est pas le cas. C'est quand même un problème. Qu'est-ce que c'est que ce fantasme? Mais ça n'est pas un fantasme, c'est une réalité. Mais vous vivez où? Dans une bulle? Vous seriez très surprise. Eh bien, sans doute, oui. Et si on essayait le saucisson halal? Je voulais simplement ajouter un élément, à savoir que si vous travaillez sur une évolution du Coran, je vous en félicite, je vous en remercie. Simplement, je ne voudrais pas que ce soit nos descendants dans 10 générations qui en bénéficient. Or, actuellement, on assiste quand même partout
en Europe comme dans le monde musulman, a quand même quelque chose qui va vers l'intégrisme. Si vous regardez ce qui se passe en France, il y a de plus en plus de voiles, il y a de plus en plus de revendications communautaristes. Je suis désolée, ça ne va pas dans le bon sens. Un mot seulement, parce qu'apparemment, vous n'écoutez pas ce qu'on dit. Ah mais si, très bien. On vous dit depuis déjà des mois et des années que la question du voile est quasiment ah oui, Malek Chebel résolue. est arrivé avec son fan club. Non, pas du tout. Non. C'est des citoyens de France qui applaudissent. C'est des citoyens de France. De la France multiple, bigarrée, joyeuse, belle, magnifique, prospère. Bravo, voilà. bravo. Mais quelle star, ce Malek Chebel, c'est une star énorme. Jean Sébillan ne vous a pas entendu. On aimerait bien vous entendre. Oui, je suis un peu dans une position intermédiaire parce que je ne pense pas que la laïcité soit non plus... il faille en faire une religion, hein, c'est un compromis, c'est une pratique qui s'est élaborée au fil du temps. Les difficultés qu'on a vis-à-vis de la laïcité, que personnellement je ne sacralise pas, la laïcité, eh bien ces difficultés viennent quand même des musulmans et pas des autres religions. Je veux dire, les juifs comme les chrétiens se sont très bien intégrés dans ce système de convivialité à la française que nous avons. Voilà. Donc le problème, il est quand même retourné vers les musulmans, c'est à eux de faire ce travail sur eux-mêmes. Je m'excuse de dire, mais cette émission s'appelle, comme vous le savez, 2012, les grandes questions. Et évidemment, je dois vous poser la question sur l'immigration. Qu'est-ce que vous attendez tous de l'élection présidentielle sur la question de l'immigration? Je commence par vous, Malek Chebel. Que la question de l'islam ne soit pas un enjeu politique pour 2012. Et j'inclus les immigrés, j'inclus l'immigration au sens large. Et donc, je vous le donne en mille, j'aimerais que les hommes politiques ne s'emparent pas de l'islam comme un enjeu électif, un enjeu pour les élections de 2012. C'est un défi. Pour mieux vivre ensemble, ça c'est le titre du nouveau livre de Malek Chebel avec Christian Gaudin aux éditions First, Vivre ensemble. Et vous, alors, Blandine Kriégel? Eh bien, moi, j'attends qu'on ne sépare pas la question de l'immigration de la question de l'accueil. Et par conséquent, si vous voulez, de toutes les politiques de réussite et d'égalité, bref, qu'à ce propos, on tienne la promesse républicaine, n'est-ce pas, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Voilà ce que j'attends. Ouais, la promesse républicaine qu'on retrouve justement dans le livre de Blandine Kriégel, La République et le prince moderne. C'est sur les Provinces-Unies. C'est sur les Provinces-Unies. C'est sur les Provinces-Unies. Oui, mais enfin, on la retrouve aussi. Et alors vous, qu'est-ce que vous attendez de ce débat ce débat présidentiel? J'attends que les débats autour de l'élection ne se laissent pas enfermer dans l'illusion qu'il y aurait une division entre la France et ses immigrés, que l'islam et l'immigration en général, l'islam en particulier et l'immigration en général, soient désignés comme bouc émissaire de tout un ensemble de problèmes, parce que ce n'est pas le cas. Et je répète ce que je disais tout à l'heure, je ferai un appel aux politiques pour que, à la place du défunt, et heureusement qu'il est défunt, ministère de l'identité et de l'immigration nationale, qui opposait les deux comme s'ils étaient effectivement en guerre, ou en tout cas en concurrence l'un contre l'autre, nous ayons l'intelligence aujourd'hui en France de créer un ministère de la fraternité, parce que ce troisième élément de la devise républicaine, aujourd'hui, mériterait d'être ramené au premier plan. Alors pour un ministère de la fraternité, un ministère de la fraternité nationale, un islam si on veut rajouter fraternel, national, parce que c'est ça aussi l'idée de votre livre, l'islam face à la mort de Dieu. C'est un livre autour de Mohamed Iqbal, c'est aux éditions François Bourin. Et vous, Christine Tazin, alors qu'est-ce que vous attendez de ce débat? J'attends que, effectivement, les présidentielles mettent en avant les dangers de l'immigration et de l'islam. Nous avons un modèle français, une culture universaliste très avancée, très forte, qui est mise en danger. Et il est temps de prendre effectivement les mesures qui s'imposent pour préserver ce modèle. Alors oui, Christine Tazin est également applaudie. Donc La faute du Bobo Josselin, c'est son livre, c'est un roman. C'est un roman de politique co-signé fiction. avec votre compagnon Pierre Cassin, et c'est aux éditions Riposte laïque. Emmanuel Todd, qu'est-ce que vous attendez de cette campagne de 2012? C'est une variante de ce qu'a déjà été dit. J'espère que les Français, les électeurs, au terme de cette campagne, auront compris que les problèmes de la France sont liés aux 1% les plus riches et aux banques, plutôt qu'aux 5% des plus pauvres, enfants ou non d'immigrés.
Alors, on peut vous retrouver, vous, dans les librairies, parce qu'il y a beaucoup de livres d'Emmanuel Todd qui concernent d'ailleurs aussi bien la politique que la démographie. Le dernier, c'est un livre très sérieux, L'origine des systèmes familiaux, aux éditions Gallimard. Et c'est un livre, je dirais, universitaire, qui fait un tabac. À la surprise générale, ça marche très bien. Ensuite, même question, même punition, Jean Sévillia. Mais j'attends qu'à ceux qui arrivent en France, on enseigne que ce pays est un très ancien pays, qu'il a une histoire, une culture, une identité, s'ils veulent y prendre une place, il faut qu'ils respectent cette identité et qu'ils l'épousent d'une certaine manière. Moi, je crois à l'intégration et même, Oni, à l'assimilation. Vous avez vu le petit sourire de Jean Sévillia. Son ironie, vous la retrouverez dans cette histoire de France revisitée par un mauvais esprit, historiquement incorrecte, aux éditions Fayard. Merci à la SNCF de nous avoir accueillis et nous allons maintenant rendre la gare de l'Est à sa fonction. Merci à tous. On se retrouve l'année prochaine, le vendredi 20 janvier exactement. Notez cette date sur vos tablettes pour une nouvelle édition de 2012, Les Grandes Questions.